Les bryophytes sont des plantes qui ont conservé le plus de caractère des premières plantes ayant colonisé la terre ferme. Ce type de plante est encore très dépendant des milieux humides ou du moins d'une hygrométrie minimale, c'est-à-dire un milieu à très basse humidité. Les bryophytes ne possèdent pas de vrai système vasculaire. Quand on parle de plantes ayant un système vasculaire, ce sont les plantes qui sont pourvues de vaisseaux par lesquels circule l'eau puisée par les racines. Cette circulation de l'eau, combinée à la structure de la paroi cellulaire, permettent aux plantes vasculaires d'atteindre de grandes dimensions. Les plantes non vasculaires, elles, ne possèdent pas de xylème ou de phloème, c'est-à-dire de vaisseaux conducteurs de sève brute ou élaborée. Malgré le fait qu'ils ne possèdent pas de tissus spécialisés pour les vaisseaux, un certain nombre de plantes non vasculaires possèdent des tissus chargés du transport interne de l'eau. Une plante non vasculaire n'a donc ni racines, ni tiges, ni feuilles. Ces végétaux vont vivre soit sur le sol, sur l'humus des forêts, sur d'autres végétaux, parfois dans l'eau douce ou encore, très rarement, dans l'eau saumâtre. Passons maintenant au mode de reproduction des bryophytes. Donc, leur caractère morphologique et anatomique, ainsi que leurs exigences écologiques vont être différents dépendamment des groupes auxquels ils appartiennent, mais toutes les espèces vont quand même avoir le même cycle vital. Donc, chaque plante va posséder deux parties morphologiques très distinctes. La première va être le gamétophyte. C'est là qu'il va être produit et porté les éléments reproducteurs, donc les gamètes. Puis dans cette partie, les noyaux cellulaires ont N chromosomes. La deuxième partie, c'est le sporophyte, où les spores sont produits et portés. Cette partie va être fixée au gamétophyte et, contrairement à l'autre, va posséder 2 N chromosomes. Le cycle vital des bryophytes va donc comprendre deux phases successives, le sporophyte et l'autre qui est la phase dominante, le gamétophyte. Les organes producteurs des gamètes vont être les anthéridies qui contient les entérozoïdes et les archégones qui contient l'osphère. Le cycle de reproduction des bryophytes est haplodiplophasique, c'est-à-dire qu'il va contenir une phase qui est haploïde et diploïde. La phase haploïde, donc l'haplophase, à N chromosomes, va durer de la méiose jusqu'à la fécondation, alors que pour la phase diploïde, la diplophase, à 2 N chromosomes, va durer de la fécondation jusqu'à la méiose. Donc, comme il est mentionné plus tôt, le cycle de reproduction des bryophytes va être haplodiplophasique, mais la phase qui est dominante, c'est la phase qui est haploïde, parce que le sporophyte, qui est diplophase, va dépendre du gamétophyte, qui est lui haplophase. Parlons maintenant plus précisément de la phase haploïde du cycle de reproduction. Donc, en fait, ça va être la tige feuillée qui va développer les organes reproducteurs. La fécondation, elle, va engendrer le développement du sporophyte, qui fait partie de la phase diplophase, qui lui va se développer en parasite sur le gamétophyte, donnant ici le sporange. Puis, c'est à l'intérieur de ce sporange produit-là qu'aura lieu la méiose, puis ensuite la formation des spores. La fécondation, elle, c'est une phase qui va dépendre de la présence d'eau qui transporte les archégones. Elle a lieu quand un entérozoïde, le gamète mâle, va se rendre à l'archégone, le pénétrer et parvient à fusionner avec une gamète femelle. Pour ce qui est de la phase diploïde du cycle de reproduction, en fait, ça va être le sporophyte qui est produit, va être constitué d'un pied, d'une soie et d'une capsule. Dans celle-ci, la réduction chromatique va faire des spores haploïdes qui deviendront matures lors de la chute de la coiffe et de l'opercule. Lorsqu'on parle de la coiffe, ça représente la terminaison d'une racine, et pour l'opercule, c'est un organe en forme de couvercle qui va servir à empêcher la dispersion des spores. Ensuite, les spores vont être libérés et dispersés par le péristome. Le péristome, c'est une structure spécialisée qui va permettre la libération progressive des spores. Les conditions qui vont être favorables, les spores produits vont être propagés par le vent, vont germer puis donner ensuite naissance à un filament chlorophyllien qu'on va appeler le protonéma, qui lui va engendrer à son tour d'autres gamétophytes et dans la plupart des cas dégénérera, c'est-à-dire qu'il va perdre les caractéristiques propres à son espèce. En résumé, la germination d'un spore va donner un protonéma qui lui-même va donner un nouveau gamétophyte. Donc c'est comme ça que le cycle va être bouclé. Qu'est-ce qui va pouvoir écourter le cycle? C'est la création de propagules. C'est des massifs cellulaires peu différenciés ou des fragments d'individus qui, eux, vont prendre naissance sur le gamétophyte puis qui vont engendrer directement un autre gamétophyte lorsqu'ils vont se détacher. Donc, ils vont donc pas passer par la phase diploïde et le protonéma. Passons maintenant à l'utilité des mousses. En effet, elles sont très utiles pour les humains. Surtout lorsqu'elles sont sous forme de tourbe. Une définition de la tourbe serait une matière organique spongieuse, brune ou noirâtre,
provenant de la décomposition partielle des matières végétales en milieu humide, surtout les sphènes qui forment d'immenses dépôts dans les tourbières. On peut donc dire que la tourbe, c'est de la sphène décomposée. La sphène a une grande capacité à garder l'humidité dans ses racines, une capacité de réhydratation exceptionnelle comparément aux autres sortes de bryophytes. C'est parce que la cellule de fibre du sphène comporte des membranes internes verticales de renfort qui lui permettent de ne pas s'aplatir complètement en cas de dessèchement. Celle-ci est capable d'absorber plus de 20 fois son poids en eau. Dans le cas de la tourbe, ces membranes sont cassées suite à la décomposition justement du sphène. La tourbe est aussi utilisée en tant que combustible. En effet, avant la découverte des carburants fossiles comme le charbon, les tourbières ont longtemps été utilisées comme isolant et comme un matériau combustible. La tourbe peut être un bon combustible si on la fait brûler avec du bois, et on l'utilise beaucoup en Europe et en Asie, et on la récolte aussi à cette fin, notamment en Irlande ou au Canada. La tourbe noire contient une grande teneur en carbone, c'est pourquoi plusieurs pays qui n'ont pas de bois l'utilisent comme combustible. Par contre, il faut vraiment faire attention car on considère la tourbe comme étant une ressource très limitée, puisqu'elle s'accumule seulement au rythme de 0,2 à 1 mm par année et sa décomposition dure des milliers d'années. La tourbe est aussi utilisée dans le domaine de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie parce que celle-ci favorise la croissance des végétaux. Aussi, la tourbe, en lui faisant subir un choc thermique, peut devenir hydrophobe pendant près de 48 heures. Donc, elle n'absorberait plus l'eau, mais continuerait d'absorber les hydrocarbures tels le pétrole, comme le montre l'image. On l'utilise donc dans les secteurs comme les stations-service, les transports routiers ou les services de pompiers. La tourbe est dotée de deux autres caractéristiques très avantageuses pour les humains. La première est qu'elle a une très grande capacité de rétention d'eau, comme mentionné plus tôt. Et cette caractéristique lui est conférée par les sphènes. C'est pourquoi on l'utilise pour la fabrication des serviettes hygiéniques, des tampons et de plusieurs autres isolants. La deuxième caractéristique très avantageuse est qu'elle forme des antibiotiques et des acides. Donc ceux-ci peuvent dérégler l'homéostasie des bactéries présentes dans les plaies, ce qui les empêche de se développer et de se reproduire. Donc, on peut dire qu'elles ont une très bonne caractéristique antiseptique. Les sphènes luttent contre la dégradation grâce au composé phénolique résistant. Le phénol est un composé très acide que possèdent leurs parois cellulaires. C'est pourquoi le froid, l'acidité, la sphène sécrète elle-même des ions H+, et la faible quantité d'oxygène fait que la tourbe peut ralentir la dégradation de mousse et d'organismes. C'est pourquoi on a pu retrouver des corps bien préservés après avoir été ensevelis dans les tourbières pendant des millions d'années. Suite à plusieurs observations, les cadavres retrouvés dans les tourbes ont souvent la peau et les organes internes bien conservés, puisqu'ils sont dans des conditions comme dans l'eau acide, le froid et en absence d'oxygène, qui sont favorables pour les dessécher naturellement. Cependant, à cause de l'acidité de la tourbe, qui dissout le phosphate de calcium contenu dans les eaux, on peut rarement retrouver le squelette intact.